En 1979, Ridley Scott a réalisé un film qui allait devenir un classique. Un film qui allait établir les standards du survival horror. Ce film-là s'appelait Alien. En 1981, un jeune, très jeune James Cameron est engagé en tant que directeur artistique d'un film qui sera une copie d'Alien. Il servira également d'assistant au réalisateur. Aujourd'hui, à Revue, je vous parle bien sûr de ce deuxième film. On voyage donc vers la galaxie de la terreur. Et ça commence maintenant. Le film commence avec une musique bien glauque qui te met tout de suite dans l'atmosphère. Déjà, vous remarquerez que ça fait beaucoup penser à l'atmosphère de Terminator et Aliens. Mais un montage assez expéditif qui a absolument rien à voir avec Aliens ou Terminator nous montre un mec en train de se faire attaquer par une force invisible. Inquiétez-vous pas, la force dans le film n'est pas invisible, mais au début du film, il décide de pas nous montrer ce qui attaque le mec. Et maintenant, on a le droit à une narration de Mitri, l'oracle des jeux, l'interprète des signes. Elle est en train de, justement, jouer à un jeu avec le maître. Le maître, lui, a un truc ici. Un autre réalisateur qui était très fan du rouge. J'ai préparé un vaisseau classe 3 avec l'équipement normal d'exploration et de défense. On décide quand même d'envoyer un vaisseau investiguer ce qui s'est passé sur la planète qu'on vient de voir il y a 3 minutes à peu près. Et je vous dis tout de suite, je ne suis pas spécialiste en décollage de vaisseau spatial, mais je suis 100% certain que cette méthode-là, c'est pas une méthode pour se sécuriser lors d'un décollage, quoi. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, on est sur un vaisseau spatial. Les accidents sont si vite arrivés. Attention! Attention! Et oui, si vous vous posez la question, Robert Englund, pré-Freddy, joue dans ce film. On rencontre maintenant une partie de l'équipe, un moustachu, Corben, qui lui est de retour au service actif après avoir été suspendu, une hippie galactique et le chef du groupe qui arrête pas de se plaindre et de crier. Mais cette fois, c'est moi qui suis commandant en second. Rappelle pas que t'es sous mes ordres. C'est un vrai plaisir de te retrouver. La capitaine décide maintenant de passer en hyperespace et on a le droit à un effet que j'appellerais multicolore. Allez, vas-y! Au loin, Morgantus. Oui, Morgantus est la planète sur laquelle ils vont atterrir. Si t'appelles une planète Morgantus, je veux pas être négatif en disant ça, mais ça m'étonnerait qu'il pousse des roses blanches, des roses rouges et qu'il y ait plein d'arc-en-ciel, quoi. Déjà, c'est un nom qui a beaucoup trop de puissance. Tu sais que c'est même pas commencé qu'ils sont dans la merde. Mais bon, ils feront face à un atterrissage extrêmement compliqué et c'est grâce à un graphique exceptionnel qu'on aura le droit de tout comprendre ce qui se passe. On peut sortir le train. Vous êtes fou, commandant, à cette vitesse. Au sol, on apprend que la hippie galactique est capable de déceler les forces du mal. Oui, elle a un genre de 6e sens. Je vous le dis tout de suite, elle m'a fait chier tout le film. Je vous garantis qu'elle va vous faire chier aussi. C'est la championne des questions stupides. Et mettre quelqu'un qui a un 6e sens dans ce film-là était assez débile. Je suis doué d'un sens spécial. Les forces obscures, ça existe. Je suis même payé pour les déceler, ne vous déplaise. On a le droit au premier jump scare du film. Un corps tombe du plafond. Et gars, il est déjà mort. Vous avez pas besoin de le poignarder et en plus de le cramer, quoi. Une vraie équipe de sadiques qui continue de se balader dans le vaisseau à tuer des mecs déjà morts. Sauf qu'à un moment donné, ça va déclencher une alarme. La petite chochotte du groupe va se faire choper par un truc et commencer à gueuler comme une gamine de 9 ans. Tout ce qu'ils ont trouvé sur le vaisseau abandonné, même le corps de la petite chochotte, ils vont le ramener à leur vaisseau afin de faire des tests. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Et ce qui est bien, c'est que c'est tous des gens hyper positifs, quoi, des vétérans de l'espace qui ont confiance en leur habilité et qui gardent leur calme. Quelle que soit la force qui nous a inspirés sur cette planète maudite, elle émane d'un seul point. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faut aller voir. Ils décident de retourner sur la planète et ce coup-là, ils vont trouver une pyramide. Ouais, une pyramide. Bien sûr, la hippie galactique va décider de rassurer et calmer tout le monde. Je ne perçois aucune présence de vie. Je ne sens absolument rien. Je n'ai jamais eu une telle sensation de vide.
de mort. Ils vont donc décider d'aller explorer la pyramide et, comme une bande de gens qui se sont jamais retrouvés dans un film d'horreur, ils vont décider de se séparer. Parce que dans ce genre de film-là, quand le groupe décide de se séparer en deux, il se passe toujours des choses fantastiques et super bonnes pour le groupe quelques moments plus tard. Vous prenez Alema et Couilloud, Demia et Cabren avec moi. Le commandant est tellement nerveux que lui, il s'exprime en poème. Le doute est le démon frère du désespoir. En plus, comme un poète, il est suicidaire et décide de descendre dans un trou. Un trou que tu vois pas le fond. La logique voudrait, moi je descends pas dans un trou que je sais pas où ça va. Mais lui, il décide que c'est une bonne idée d'y aller. Vous savez quoi? C'était pas une bonne idée d'y aller. Salut toi, savais-tu que les chances que tu sois plus heureux dans la vie en t'abonnant à Revue sont inversement proportionnelles à ta date de naissance additionnée à ton âge, divisé par ta taille de jeans et multiplié par le nombre de tes cousins? Oublie jamais ça et on retourne à la galaxie de la terreur. Les 5 survivants se retrouvent maintenant à l'entrée de la pyramide et on a encore le droit à un groupe en extrême confiance. Le commandant est mort. Ah, il aurait jamais dû faire partie de la mission, c'était pas un battant. Le nouveau chef du groupe a maintenant l'idée de génie de laisser le mec le plus balèze à l'entrée. On en reparle dans quelques minutes. Gardez l'entrée. Non, je vis et je mourrai par les cristaux. Prenez ça. On voit que la tension monte dans le groupe et que la hippie galactique a toujours l'intention de nous faire chier avec ses prémonitions. Souvenir inconscient d'une arrivée au monde difficile. J'aimerais mieux danser au sommet de cette maudite colline que d'étouffer dedans. Kuad, le gros balèze qu'ils ont laissé à l'entrée, le seul personnage qui m'intéressait à quelque part dans ce film-là. Oui, parce que c'est lui qui avait les cristals, OK? Et il n'a qu'une seule phrase dans le film, celle-là. Non, je vis et je mourrai par les cristaux. Et j'avoue que ces cristals, c'était une très bonne idée. Le souci, c'est qu'il va se faire attaquer par ses propres cristals, à un point où il va se couper le bras. Et se faire tuer par son propre bras. Quand la blonde de service va trouver le corps de Kuad, vous allez voir qu'elle va réagir avec énormément de calme et de professionnalisme. Et comme tout le monde le sait, dans ce genre de film-là, les gens qui paniquent ne font pas long feu. Par contre, dans son cas, j'ai presque pitié pour elle. On est dans un film du producteur de Roger Corman et ce qu'il aimait bien faire, lui, c'est vendre son film en disant qu'il allait avoir une scène de cul dedans. Sauf que dans l'espace, ça commence à être compliqué de mettre des scènes de cul. Donc pour ce film-là, ce qu'il a fait, ou ce qu'il a imposé au réalisateur, je dirais, c'est qu'un scarabée géant va violer une femme. Je ne déconne pas, un scarabée géant va violer la blonde de service. Et la tuer, bien sûr, mais on a le droit à une scène de viol. D'un scarabée géant sur une être humaine. Vous voyez qu'on s'éloigne un peu d'Aliens, là. Revenons sur le vaisseau 2 secondes où la capitaine va se faire cramer. À la pyramide, ils vont trouver le corps de la blonde et décider de rentrer direct à leur vaisseau. Rendus au vaisseau, ils vont avoir une petite conversation dans laquelle ils vont se rendre compte que la créature ou le truc qui les entoure, les tue un par un. Des dialogues d'une portée incroyable. Et devinez quoi? Ils vont prendre la décision de retourner à la pyramide, mais ce coup-là avec tout le monde. Ils laissent plus personne au vaisseau, tout le monde s'en vient avec nous à la pyramide. Encore une fois, un geste tactique de professionnel. J'aime mieux n'importe quoi que de rester ici toute seule. Et c'est au moment où ils arrivent à la pyramide que tu commences à souhaiter que la prochaine à mourir soit la hippie galactique. Des chuchotements à peine perceptibles. Mais bon, ils arrivent dans une pièce qui semble centrale et il faut donner à César la salade qui lui appartient. Super travail de James Cameron sur les décors là-dessus. Dans le noir de la noirceur, un visage apparaît, un soupir, un cri, un carnage. Apparemment, la créature te joue aussi dans la tête parce que Robert Englund se retrouve à se battre contre Robert Englund, face à face avec lui-même. Enfin, un moment que j'attendais depuis le début du film. L'hippie galactique va se faire tuer. Joie, soulagement, bonheur. Les 2 derniers survivants, le moustachu, Corbin, et Robert Englund, ont une conversation à cœur ouvert. Il n'y a aucune horreur que nous n'ayons créée nous-mêmes.
Et maintenant, je dois vous parler du vieux. Oui, le vieux. Le vieux, jusqu'à ce moment-là, dans le film, il avait été dans 2 scènes sur le vaisseau. Il servait de cuistot. Mais en réalité, le vieux, je vais vous le dire tout de suite, c'est le maître déguisé en humain. Mais en tout cas, sans son truc rouge. Si vous voyez ça comme ça, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est super bien mis dans le scénario que ce vieux-là est le maître? Non. Est-ce que c'est bien géré par le réalisateur? Non plus. Mais l'histoire, c'est l'histoire et je dois continuer. Donc oui, moi j'ai décidé de le mettre à cette partie-là du film parce que avant ça, ça avait aucun sens dans ma narrative. Donc Corben, le moustachu, va confronter le maître, le vieux, le cuistot. Pourquoi laisser tes sentiments prendre le dessus après avoir su contrôler ta peur avec... Et tout ça, c'était un jeu. Parce que la pyramide est un jouet pour une race disparue. Cette pyramide était un jouet autrefois, pour les enfants d'une race disparue et qui leur servait de révélateur. Et apparemment, ça fait bien marrer le maître d'avoir joué avec eux. Le truc, OK, c'est que comme tu t'es rendu jusque-là dans le film et que cette fin-là vient de te faire chier solide, tu peux quand même pas arrêter de regarder le film, il reste 5 minutes. Donc tu vas quand même écouter jusqu'à la fin malgré cette fin de merde-là, hein, parce que c'est une fin de merde. Une créature va attaquer notre moustachu préféré, Corbin. Et tout d'un coup, on apprend que le moustachu est capable de faire des sales pirouettes, quoi. Il va se retrouver dans une pièce avec tous ses coéquipiers morts. Et là, il va devoir les affronter, se battre contre ses coéquipiers qui sont morts depuis tout à l'heure. Je vous mens pas, là, c'est incompréhensible. T'as aucune idée d'où ça s'en va, mais c'est ça qui arrive. La bonne nouvelle, par contre, c'est que ça nous donne la chance de voir l'Épigalactique mourir une autre fois. Il va arriver face au maître et il y a quelque chose qui va y sortir d'entre les genoux et le nombril. Et maintenant, c'est lui le maître. Et ça, c'est la fin de merde de la galaxie de la terreur. Commençons par les choses qui, selon moi, ont été outrageusement copiées à Aliens. Le personnage de Corben est une photocopie du personnage de Dallas. On est d'accord, il n'y a pas de doute que c'est une photocopie. L'équipage du vaisseau qui parle autour d'une table, pareil comme dans Alien. Je pourrais parler des uniformes un peu qui me font beaucoup penser aux mêmes uniformes que dans Alien aussi, mais je vais passer tout de suite à des gens qui courent dans des corridors, ou qui marchent dans des corridors, ou qui sont dans une forme ou un autre de corridor, ou de tunnel. Mais il y a des choses qu'ils ont été incapables de copier sur Aliens parce qu'il y a des choses dans Alien qui coûtaient cher. Par exemple, les thèmes musicaux. La musique est incomparable. D'ailleurs, dans la galaxie de la terreur, il y a un bourdonnement de vent pendant les 45 premières minutes qui va vous rendre fou. Et la musique de Alien, qui est une des meilleures musiques de film que j'ai jamais entendues de ma vie, tu peux pas essayer de copier ça. T'es soit capable de la faire ou t'es pas capable de la faire. Galaxie de la terreur, ils sont incapables d'avoir pu se payer un mec qui serait capable de faire de la musique même à la moitié du niveau d'Alien. Autre chose, le niveau des acteurs est pas le même du tout. Et le niveau de réalisation non plus est pas le même. Hein? Il n'est pas Ridley Scott qui veut tout Ridley Scott dans ses bonnes années. Mais les acteurs, ouais, c'est pénible des fois. C'est vraiment des acteurs pour un film qui est produit par Roger Corman. Et une autre chose qu'ils n'arriveront jamais à égaler, si tu veux du Giger dans ton film, à cette époque-là, engage Giger. Essaye pas de copier ce qu'il fait. Malgré qu'oubliez pas que James Cameron travaillait avec un budget extrêmement limité et je trouve qu'il a fait des choses géniales. Okay? Il y a des plans géniaux dans ce film-là. C'est lui qui est en charge de tous les effets spéciaux, de tous les décors, de tous les matte paintings, des projections. Tu vois clairement que James Cameron avait énormément de talent. Tu vois pourquoi il a eu la carrière qu'il a eu, quoi. S'il a réussi à faire tout ça avec le budget qu'il doit avoir, chapeau. Et tout ce que je viens de nommer, le travail de James Cameron, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film. Parce qu'en plus, c'est lui qui était ce qu'on appelle Second Unit Director. C'est lui qui faisait tous les plans où il n'y avait pas d'acteurs. Et ils sont beaucoup mieux que ceux avec des acteurs. Mais le film en général, maintenant, est-ce que je vous le conseille? Eh bien, c'est compliqué. Parce qu'il y a 2 énormes défauts, ce film-là. Un, les 45 minutes de son de bourdonnement de vent que j'ai eu dans mon oreille pendant que j'écoutais ça m'a fait vachement chier. 2, la fin est merdique. La fin est ridicule. Nous dire que tout ça, c'était qu'un jeu, ça enlève
toute la force au film, quoi. Il y a rien que je déteste plus que d'avoir écouté un film pour me dire que tout ça comptait pas en fin de compte, que ça veut rien dire. C'était juste un jeu. Je déteste ça quand j'écoute un film. J'ai le sentiment de m'être fait prendre pour un con pendant 1h20. Mais bon, après, c'est peut-être que moi. Hein. Est-ce que le film est un nanar? Non. Non, ce n'est pas un nanar parce que c'est bien fait. C'est un peu mal joué, mais c'est bien fait. Est-ce que c'est une copie d'Alien? Absolument. C'est scandaleusement une copie d'Alien. Roger Corman faisait des copies. Il a fait une copie d'Alien. Et en plus, j'ai appris, en lisant, que Roger Corman aurait dû être producteur d'Alien et il se l'est fait chourer à la dernière minute. Donc, c'était peut-être un film de vengeance à quelque part pour lui. Mais si vous êtes capable d'aller regarder un film en sachant que la fin, ça va être de la merde, là, vous allez quand même pouvoir reconnaître le talent de James Cameron. Tu vois qu'à cette époque-là, il y avait quelque chose, quoi. Et juste pour cet exercice-là, ça vaut le coup quand même. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.